À quoi ressemble le moment exact où une femme comme Faustine Bollaert décide qu'elle ne pardonnera jamais? Quel choc, quelle phrase, quel silence peut faire basculer une âme si douce, si solide, si lumineuse? Et surtout, comment en est-on arrivé à ce que des proches murmurent qu'entre elle et Maxime Chatham, le pardon n'existerait plus jamais? Car derrière l'image familière d'une animatrice bienveillante, confidente des après-midi français, il y a aujourd'hui une femme blessée qui avance sans bruit. En 2025, après 13 années d'un mariage admiré, l'annonce tombe. Faustine et Maxime se séparent. Pas de scandale, pas d'accusation, pas un mot plus haut que l'autre. Un simple communiqué. Et pourtant, les signes, eux, parlent plus fort que n'importe quelle interview. Un été sans alliance, des photos de vacances où l'absence devient un personnage à part entière, une apparition solo lors d'un gala caritatif où, à la question innocente d'un journaliste, elle répond « Je suis venue en tant que mère », une phrase douce, mais tranchante comme une frontière. Puis il y a les regards. Ceux qu'elle baisse quand un invité évoque une trahison conjugale. Ce léger silence d'une seconde, si bref qu'un téléspectateur inattentif ne le remarque même pas. Mais assez long pour que ceux qui la connaissent y lisent une douleur ancienne, encore vive. Dans les coulisses de Ça commence aujourd'hui, un technicien lui demande un jour à demi-voix « Ça va ?» Elle sourit faiblement et répond « Je vais mieux ?» 2 mots simples. 2 mots qui disent une tempête entière. Alors, qu'est-ce qui a réellement été brisé? Pourquoi ce silence pèse-t-il plus lourd qu'une confession publique? Et qu'est-ce qui a poussé Faustine, si pudique, si loyale, à tracer la ligne du non-retour? Voici l'histoire d'une femme qui a trop longtemps porté seule le poids de l'harmonie. L'histoire d'une rupture sans cri, sans éclat, mais marquée par un moment précis où elle a compris qu'elle ne pardonnerait jamais. Pour comprendre la rupture, il faut d'abord comprendre la femme, Faustine Brigitte Suzanne Faragy, née en mars 1979 à Paris, grandit dans un environnement marqué par le mélange des cultures bretonnes et italiennes, une famille où l'on valorise l'écoute, la curiosité et le sens du lien. Ces fondations, elle les portera toute sa vie, jusque sur les plateaux de télévision où des anonymes viendront un jour déposer leurs blessures à ses pieds. Après ses études à l'ISCPA, elle entre dans le journalisme. Télé 7 jours d'abord, puis Closer. Faustine observe, note, écoute. Derrière, sa plume discrète se forge une signature. Dire les choses avec justesse, sans brutalité. De là, elle passe à la radio, sur Europe 1. Sa voix posée, sa manière de laisser les gens parler sans les bousculer attire l'attention. Naturellement, la télévision s'ouvre à elle. Elle devient chroniqueuse, puis visage familier d'émissions grand public. Mais tout change vraiment en 2018, lorsqu'elle arrive sur Ça commence aujourd'hui. Chaque jour, elle écoute des histoires douloureuses. Chaque jour, elle offre un espace où l'on peut respirer. Sa bienveillance n'est pas une façade. Elle est sa manière d'exister au monde. Très vite, elle devient plus qu'une animatrice. Une présence réconfortante, presque intime pour des millions de Français. C'est dans cette période de lumière qu'elle croise la route de Maxime Chatham, le maître du thriller français. Leur rencontre étonne. Elle, la chaleur. Lui, les ténèbres littéraires. Mais l'opposition fascine. On parle d'un couple complémentaire. Elle ancrée dans l'humain, lui plongée dans les profondeurs de l'âme sombre. Ils se marient en 2012, fondent une famille, trouvent leur équilibre dans une discrétion volontaire. 2 enfants, Abby puis Peter, naissent au fil des années. Les photos montrent un foyer doux, protégé, sans excès médiatique. Un couple qui ne joue pas la comédie des réseaux sociaux. Le public y croit, les médias aussi. Pendant longtemps, l'image tient bon. Faustine, le soleil. Maxime, l'ombre. Et pourtant, certaines ombres finissent toujours par déborder. Car sous la surface, quelque chose se met en mouvement. Un éloignement subtil, une fatigue invisible, le début d'une fracture que personne, pas même eux, ne sait encore nommer. C'est à l'été 2024 que les premiers silences deviennent visibles. Des détails minuscules, presque anodins, mais qui, mis bout à bout, racontent une histoire que personne n'ose formuler. Faustine part en vacances avec ses 2 enfants. Comme toujours, elle partage quelques images d'instants simples, un goûter improvisé, un coucher de soleil, les rires d'Abby, tout semble normal. Tout sauf une absence. Maxime n'apparaît nulle part. Pas une silhouette floue, pas une main dans un coin de cadre, pas une mention. À la question d'une internaute « Il est où, Maxime ?» Faustine répond avec un sourire poli « Il termine son nouveau livre ». Une réponse courtoise, presque mécanique. Mais le regard dit autre chose. Une lassitude fine, difficile à masquer. À la rentrée, la distance devient plus palpable encore.
Certains collaborateurs remarquent qu'elle arrive plus tôt que d'habitude, repart plus vite aussi, comme si l'air de la maison était devenu trop lourd. Les soirs où elle enregistre tard, elle envoie des messages rapides aux enfants « Dormez bien », mais jamais de « On rentre tous ensemble ». Elle rentre seule. Dans leur maison familiale, les bruits du quotidien ont changé. Les échanges se font plus courts, les absences plus longues. Maxime, absorbé par ses manuscrits, s'enferme dans son bureau gothique où les heures n'existent plus. Faustine, elle, porte le reste. Les devoirs, les repas, les rituels du coucher. Rien de dramatique, rien de spectaculaire, juste une solitude nouvelle, d'abord douce, puis pesante. Un jour, sur un plateau, lorsqu'un invité évoque une trahison dans le couple, Faustine esquisse un sourire triste. Ses yeux se baissent une demi-seconde. Elle enchaîne aussitôt, comme si ce micro-vertige n'avait jamais existé. Mais cette fraction de silence est un avertissement. Une fissure, un souffle qui annonce l'effondrement. Ce qu'elle vivait alors n'était rien comparé à ce qui allait suivre. Il existe toujours un moment où les choses basculent. Pas une explosion, pas une dispute mémorable. Parfois, c'est juste un souffle. Un soir trop silencieux. Un regard de trop ou un regard qui manque. Pour Faustine, ce basculement s'est produit à la fin de l'été 2024, dans la maison où tant de souvenirs s'étaient construits. Ce soir-là, elle rentre d'un tournage. Les enfants dorment déjà. La lumière du bureau de Maxime filtre sous la porte. Elle frappe doucement. Pas de réponse. Elle ouvre. Il est là, immobile, plongé dans un univers qui n'est pas le sien. Des manuscrits partout, des notes sombres, des fragments de phrases inquiétantes. Il ne lève même pas la tête. Elle murmure quelque chose comme « on doit parler ». Il répond juste « plus tard ». Ce mot « plus tard » tombe comme un couperet. C'est le premier instant où elle se dit qu'ils ne marchent plus ensemble. Elle referme la porte sans bruit. De l'autre côté, son propre silence commence. Les semaines suivantes confirment ce qu'elle avait ressenti. Une distance nouvelle s'installe, pas faite de colère, mais d'absence. Maxime disparaît dans ses tournées, ses dédicaces, ses nuits d'écriture. Faustine porte le quotidien. Elle sourit, elle tient, mais il manque quelqu'un. Et ce quelqu'un semble ne plus vouloir être là. Puis survient l'épisode de l'anniversaire d'Abby, en juillet 2025, un moment qui aurait dû être un refuge. Elle prépare tout. Une table décorée avec soin, des ballons, un gâteau minuscule fait par les enfants. Elle publie quelques photos. Les couleurs sont joyeuses, les rires sincères. Mais l'absence du père frappe comme une évidence. Une abonnée demande « Où est Maxime ?» La question disparaît dans l'heure. Les commentaires se ferment. Faustine ne répond rien. C'est souvent ça le vrai cri des femmes qui se taisent. Pas des mots, des choix. Dans la presse, une rumeur apparaît. Une tentative de réconciliation aurait eu lieu ce printemps-là. Maxime, conscient peu, être de l'éloignement, aurait proposé une médiation. Un proche cité anonymement affirme qu'elle aurait refusé. Et qu'elle aurait glissé une phrase qui circule encore aujourd'hui. « Je ne veux plus me battre pour quelqu'un qui ne s'est jamais battu pour moi. » Aucune preuve directe, aucun enregistrement. Mais parfois, les phrases qui voyagent sont celles que les gens ont trouvées trop crédibles pour être inventées. C'est aussi durant cette période que survient un autre épisode, plus discret mais bouleversant, le gala caritatif du 12 avril 2025. Faustine arrive seule. Pas de Maxime à ses côtés, alors qu'il avait parfois accepté d'être présent pour les grands événements. La salle est pleine. Les projecteurs pèsent. Un journaliste s'approche et demande avec bienveillance « Votre mari n'est pas là ce soir ?» Elle sourit. Un sourire maîtrisé, presque doux. Puis elle répond « Je suis venue en tant que mère. Pas en tant qu'épouse. Pas en tant que couple. En tant que mère. » Cette phrase peut être l'affirmation la plus franche qu'elle ait jamais faite en public. Une manière polie de dire que quelque chose s'est brisé et qu'elle ne souhaite plus en porter le poids. Mais c'est dans les coulisses, loin des caméras, qu'on découvre la vérité émotionnelle. Un technicien, habitué à la voir rayonner même les jours difficiles, lui demande à voix basse « Ça va ?» Elle répond « Je vais mieux. »« Passier weiß bien ?» Mieux, un mot qui laisse entendre qu'elle a connu le pire, qu'elle en sort à peine et qu'elle n'a pas l'intention d'y retourner. Ce mieux contient une année entière de lutte silencieuse. Le même schéma se répète dans l'émission qu'elle anime. Un invité parle de trahison dans le couple. Faustine écoute, comme toujours, mais cette fois, une seconde flotte. Son regard se trouble. Elle baisse les yeux, puis relève la tête et enchaîne comme si rien ne s'était passé. Pour les téléspectateurs occasionnels, ce n'est rien. Pour ceux qui la connaissent, ce micro-silence est une confession. Et à mesure que le temps passe, les signes deviennent une ligne droite.
Elle ne mentionne plus Maxime dans aucune interview. Elle n'apparaît plus à ses côtés. Les photos de couple disparaissent petit à petit de ses réseaux. Elle parle de courage, d'estime de soi, de reconstruction. Jamais d'amour conjugal. Jamais de seconde chance. Mais pourquoi, au fond, ne pardonnera-t-elle jamais? Parce que la rupture n'a pas été un coup de tonnerre. Elle a été une longue pluie froide, celle qui éteint un feu à petit bruit. Parce qu'à force de tenir, elle s'est perdue. Parce que dans un couple, on peut survivre aux disputes, mais pas à l'indifférence. Une nuit, alors que les enfants dorment, elle se retrouve seule dans la cuisine. Pas de lumière. Juste la veilleuse du couloir. Elle regarde la chaise vide de Maxime. Cette absence-là n'est plus une circonstance. C'est un choix. Elle comprend à cet instant que pardonner reviendrait à gommer des années de solitude silencieuse, à excuser ce qui n'a jamais été réparé. Et surtout, cela signifierait renoncer à ce qu'elle a recommencé à reconstruire, elle-même. Ce soir-là, elle n'a pas cessé d'aimer. Elle a cessé d'espérer. Et c'est peu être cela, au fond, ne jamais pardonner. Après la rupture, Faustine ne s'effondre pas, elle ne s'explique pas non plus, elle avance, lentement, prudemment, mais avec une détermination silencieuse qui surprend même ceux qui la côtoient chaque jour. Car lorsqu'une femme a trop longtemps porté seule un couple, il arrive un moment où continuer n'est plus du courage, mais du renoncement. Elle a choisi de ne plus renoncer. La reconstruction de Faustine ne passe ni par la colère ni par l'amertume. Elle commence par quelque chose de plus simple, réapprendre à être présente pour elle-même. Dans les coulisses de son émission, on la voit parfois respirer profondément avant d'entrer en plateau, comme si elle déposait derrière elle un poids invisible. Son sourire n'est plus celui d'autrefois, parfaitement maîtrisé. Il est plus vrai, plus fragile, mais aussi plus libre. Elle parle davantage d'estime de soi, de limites à poser, de la nécessité de ne plus s'oublier dans les attentes des autres. Dans les interviews, elle choisit soigneusement ses mots. Elle ne dénigre jamais Maxime. Elle ne raconte pas leur histoire. Elle raconte seulement les leçons apprises, sans jamais nommer leur source. Ce silence-là n'est pas une vengeance. C'est une forme d'élégance, presque un refuge. Avec ses enfants, elle reconstruit un quotidien apaisé. Les week-ends sont plus simples, moins chorégraphiés, moins de façade, plus d'authenticité. Une promenade au parc, un goûter improvisé, un fou rire qui surgit sans prévenir, rien de spectaculaire, mais pour Faustine, c'est là que se trouve la victoire. Dans ces instants minuscules où elle n'a plus à jouer un rôle qu'elle ne reconnaissait plus. Elle reprend également goût à la création. Elle anime des ateliers d'écriture pour de jeunes femmes. Un jour, l'une d'elles lui demande si elle regrette d'être restée silencieuse pendant sa crise conjugale. Faustine réfléchit un instant puis répond. Le silence est parfois plus parlant que 1000 interviews. C'est peut être la seule phrase publique où elle s'est autorisée à effleurer la vérité. La photo qu'elle publie quelques semaines plus tard résume mieux que tout le reste. On la voit marcher dans un parc, entourée d'Abby et Peter, sous une lumière douce après une pluie fine. Aucun commentaire. Juste 3 mots en légende, après la pluie. Tashi, di mang, yong. Et pour la première fois depuis longtemps, on comprend qu'elle ne reconstruit pas sa vie contre quelqu'un. Elle la reconstruit pour elle-même. Il reste, à la fin de cette histoire, une vérité douce amère. Faustine Bollaert n'a jamais cherché à accuser, elle n'a pas dénoncé, pas crié, pas écrit de livre pour dire sa version. Elle a simplement choisi la voie la plus difficile et la plus digne, se taire. Et dans ce silence, chacun a fini par lire ce que les mots n'auraient jamais su exprimer sans blesser. Car il existe des séparations qui ne demandent pas de coupable, seulement une lucidité tardive. Après 13 ans d'un mariage discret, équilibré, aimé du public, elle a compris qu'on ne peut pas sauver à deux ce que l'on porte seul. Alors, elle n'a pas pardonné. Non pas par vengeance, non per speranza, mais parce que pardonner aurait été renier la femme qu'elle devenait. Elle a transformé sa peine en tendresse pour ses enfants, en écoute renouvelée pour ceux qu'elle reçoit sur son plateau. Elle a ramené sa douceur là où elle a toujours eu du sens, dans l'humain, dans l'intime, dans la seconde chance que la vie offre parfois, non pas aux couples, mais aux êtres. Le pardon, dans son histoire, n'est pas une absence, c'est un choix, le choix de poser une frontière invisible, le choix de protéger ce qui reste, le choix d'avancer sans se retourner. Et vous, chers téléspectateurs, faut-il toujours pardonner pour guérir, ou existe-t-il des blessures qui ne demandent pas d'être effacées, mais simplement d'être acceptées pour ce qu'elles sont? Si cette histoire vous a touché, si vous souhaitez découvrir d'autres vérités murmurées derrière les sourires publics, restez avec nous. D'autres récits vous attendent, d'autres vies à dévoiler derrière le rideau.